Regardez, quelques minutes avant 18h, on est prêt avec Laurence Bottero, que je vous demande d'accueillir, la rédactrice en chef de La Tribune qui est avec nous. Merci Patrice. Un vrai plaisir de vous retrouver ici dans le Sud, dans ce club qui a du cœur, qui a des valeurs. On est ravis de vous avoir. Ce qu'on va vous demander, c'est un silence complet pendant la captation. Mais juste avant la captation pour BFM, nous allons avoir quelques invités qui nous ont aussi permis de monter cette opération. Je demande d'arriver en même temps à Jean-Marc Gobi, le président du PAUC. Allez-y, allez-y, mesdames et messieurs, président d'IBS, que vous pouvez applaudir. Isabelle Campagnola, Madame Économie de la région Sud, votre région. Pascal Blin, directeur régional de France Travail. Et puis, bien entendu, celui que vous connaissez, Francis Tolland, l'adjoint au sport de la ville d'Aix. Allez-y, allez-y. Venez là et vous allez montrer l'exemple. Il vous montrer l'exemple, c'est ça, Laurence, hein? Alors, vous allez venir tous les quatre devant. Vous allez avoir un pré-show. On va vous demander un petit exercice, en moins de 2 minutes, d'être les cracheurs de niaque pour ces entrepreneurs. Est-ce que vous êtes prêts? Et en tout cas, merci et bienvenue. Merci à tous d'être là. En tout cas, c'est une preuve de confiance. Voilà, donc je suis Jean-Marc Gobi, je suis le président du PAUC, ce beau club, qui est donc une belle aventure pour nous, mais aussi président fondateur des écoles internationales IBS, dont la principale est sur l'Huine. Voilà, donc le but de notre partenariat et finalement de la reprise de ce club était justement de donner les valeurs de l'école, qui sont des valeurs internationales, qui sont des valeurs de respect à travers les jeunes, et de l'appliquer au niveau du club pour en faire un club de plus en plus international qui a des valeurs de respect et qui va nous permettre de nous développer dans l'avenir au niveau européen avec une grande mission pour nous qui est donc d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe. Voilà. Donc en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Je peux dire que maintenant, on a toute notre équipe qui nous a aidés et qui va nous permettre de passer une belle soirée, ainsi que regarder un beau match. J'espère qu'il se terminera bien pour nous. Mais en tout cas, le but est d'avoir le plus possible de... Ah, je crois que j'inaugure la fin de la prise de parole. Voilà, en tout cas, passez une excellente soirée et merci sincèrement d'être parmi nous. Isabelle Campagnola. Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Je représente bien entendu le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Et vous le savez, ce président, c'est un président performant, un président performeur qui souhaite que l'innovation, ça soit notre région qui soit la plus innovante d'Europe. Alors bien entendu, on y met les moyens, tout d'abord avec bien sûr une couverture numérique sur l'ensemble de notre territoire, parce que même si l'innovation n'est pas toujours terme de digital, de numérique, cependant, si on veut être compétitif, il faut absolument que tout notre territoire soit couvert. Ensuite, il faut qu'on soit présent et à la hauteur aussi pour détecter nos startups, pour les accompagner dans toutes les phases de l'élaboration de leurs projets. C'est la raison pour laquelle aussi nous les accompagnons sur les salons pour les faire découvrir, parce que nous sommes un territoire riche en innovation. On va au CES Las Vegas, on sera la semaine prochaine à Vivatech où je serai accompagnée d'une 30aine de startups avec, bien entendu, cette année, un focus sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est le moteur de la région. On veut absolument élaborer une feuille de route et nous allons la faire en concertation avec les acteurs de l'écosystème, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons absolument mettre en valeur, en avant, tout ce qui peut se faire sur ce territoire. Et nous avons aujourd'hui un partenariat avec Microsoft à la région pour justement, avec de l'expérimentation, mettre... Mais déjà, c'est terminé. Donc l'innovation, ça foisonne d'idées depuis
des générations et des décennies. Et c'est grâce à ces innovations que nous avons des nouvelles méthodes d'usage. Et à vous de les appréhender, à nous de vous accompagner. Et on compte sur vous. Merci Isabelle. Allez, Pascal Blin, les 2 minutes sont parties. Bien, Isabelle a décrit tout ce que la région offre en matière d'infrastructure. La stratégie de France Travail, ça va être de répondre aux besoins des entreprises en main-d'œuvre en proposant des profils, on va dire, atypiques, c'est-à-dire qui ont besoin d'aide pour reprendre un emploi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche. 86% des entreprises de la région sont satisfaites de leur dernière opération de recrutement. Le hic, c'est qu'on a bossé à 40 000 entreprises, alors ça fait quand même 800 000 offres l'année dernière. On a 80% de part de marché sur les offres de plus d'un mois, mais ça fait que 40 000 entreprises sur 210 000 entreprises. Alors toutes ne recrutent pas de plus d'un salarié. Donc aidez-nous à faire connaître vos besoins. J'en discutais avec Marcel Ragny. L'industrie, enjeu fort pour notre territoire, c'est 10% du PIB et seulement 3 ou 4% des offres qui sont déposées chez France Travail. Donc appel au peuple. La bonne nouvelle, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a des méthodes, ça marche. Avec le conseil régional, on a tout ce qu'il faut en matière de formation. On a développé des tas de méthodes de recrutement sans CV. Donc voilà, beaucoup dans la salle nous connaissent déjà et utilisent nos offres. Donc voilà, allez-y et on vous accueillera avec bienveillance et gentillesse. Venez. Parfait, Pascal Blin, parfait. Francis Tolland. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, il faut que j'aille très vite parce que je suis ancien pilote de rallye, donc il ne faut pas que je lève le pied pour pointer à l'heure. Alors, je vous demande d'excuser Madame le maire qui n'a pas pu être parmi nous ce soir parce qu'elle a des tas d'obligations. Donc moi, je fais toujours le parallèle entre le sport et l'entreprise. L'entreprise, il faut toujours se développer, il faut toujours gagner, il faut toujours être devant. Et le sport, c'est pareil, puisqu'on le vit, nous, sur Aix, à tout moment, puisqu'on a des clubs de haut niveau et des entreprises performantes. Donc il y en a beaucoup déjà qui sont partenaires du club, qui sont performants. Et moi, ce soir, c'est les forces vives du territoire. Elles sont toutes là. Un grand merci parce que moi, j'ai qu'une minute. Je dois être à peu près dans les temps. Donc si je pointe à l'heure... Qui était encore bon, il te reste 5 secondes. Il me reste 5 secondes. Bonsoir à tous et bon match. Et le PAUC va gagner. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Marc. Je te propose de t'installer à gauche, de t'installer à droite. Faites un exemple. Montez-vous de chaque côté. Laurence, est-ce que tu es prête? Je suis prête, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, il faut les applaudir quand même, le quintet derrière nous. Ils font un travail formidable. Le Gala Swing Quartet, levez-vous. Vous avez compris qu'avant les 6 minutes, ils commencent à jouer. Chaque speaker qui va arriver, ils sont tous là. De France et d'international sont venus pour vous et on démarre. Ils vont arriver comme les joueurs. On est prêts? On les accueille en musique. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on accueille Marcel Ragny et sous les applaudissements, s'il vous plaît. On accueille Myriam Maestroni, fondatrice et présidente de 5T et 100 leaders pour la planète. À droite. Allez, hop, c'est parti. Lionel Chen. Lionel Chen. Ah, ben voilà. Hop, ça va vite. L'entrepreneur redoutable de votre région, incontestable. Il est là avec vous ce soir, même avec la grippe. Jeune homme, Philippe Véran, président directeur général de Biotech Dental. Et on suit avec Dominique Mocli, le monsieur énergie de Tenerga. Kevin Polizzi, président de The Camp et président d'Unitel Group. Suivi de Samuel Tual, monsieur actuel formation. Véronique Turner, présidente de Numéum, cofondatrice et directrice générale d'Alterway et Smile Company Group. Suivi de Mehdi Ouas, monsieur plein de talent. Celui qui vous a fait vibrer à l'Olympique de Marseille, à Arsenal, au Milan AC. Un triomphe pour Mathieu Flamini. Un grand merci à vous. 300 chefs d'entreprise de la région sud, vous êtes tous là, ils sont en face de vous. C'est presque The Voice, j'allais vous dire. Alors, merci à ceux qui nous ont permis, d'abord le club des Pays d'Aix, merci à la tribune, merci à BFM qui a été en direct avec nous durant toute la journée, Radio Star, la région sud, la ville d'Aix bien évidemment, et à tous nos amis ici présents. D'avoir cru en ce projet, on a visité, c'était formidable, tout ce qui a été entre la Bastide, The Camp et tout ça cet après-midi.
Ce soir, c'est 300 chefs d'entreprise ici, dans ce magnifique lieu, Arena du Pays d'Aix, théâtre de plusieurs exploits. Exploits sportifs, le PAUC, 70 ans. 70 ans d'histoire, un club universitaire ancré dans la tradition et la culture scolaire et universitaire du handball français, mais qui a su s'adapter à la professionnalisation de ce sport, impulser l'équipe de France, les bronzés, les barjots, les costauds, dont fait partie Philippe Gardan qui nous rejoindra tout à l'heure. Le PAUC a construit quelque chose et une histoire contemporaine, sous l'impulsion et les valeurs de deux personnes, Michel et Christian Salomez, que je vous demande d'applaudir. Sans eux, ce club-là ne serait pas là. Sans leur stratégie, leur point GPS, qui était autour de la formation et la professionnalisation, avec cet objectif d'atteindre l'excellence sportive, le social et le sociétal, dans le but de devenir un acteur majeur du territoire, l'économie, le nerf de la guerre, afin de pouvoir tout simplement, grâce à vous, partenaires, financer des activités et d'atteindre ces objectifs. En fait, la formule, elle a vachement bien fonctionné et elle a permis au PAUC de se hisser vers les sommets du handball français et de se confronter aux grands clubs européens. Alors, progression remarquable, on le note tous, pour les dirigeants, mais nouveau souple pour accompagner le club. Jean-Marc Gobi, le président du PAUC aujourd'hui, d'IBS, International Bilingual School of Provence, et son directeur général, Graham Sinclair, donne cette dimension internationale, donne cette force aussi. Et en fait, c'est 1 + 1 + 1 + 1 qui fait 10, qui fait 100, qui fait 1000, qui fait votre force, qui fait cette aventure humaine qui repose sur ce club. Et sur ce club business, et j'en remercie également les dirigeants du club business qui sont tous là. Alors l'innovation, il a dit, le président Gobi, ça va de pair. Alors, on le dit souvent, ladies and gentlemen, je vais vous le faire en français. Mesdames et messieurs, vous êtes venus ici pour, partager, pour participer à votre événement sport et business international. Vous, chef d'entreprise de la région Sud, vous êtes les forces vives du territoire. Ici, devant vous, c'est 10 top speakers qui sont ici. Internationaux, nationaux, régionaux, vont vous parler les yeux dans les yeux, ici, chacun, pendant 6 minutes maximum, des sujets avec conviction, en matière de travail, en matière d'innovation, en matière d'intelligence artificielle, en matière de data, en matière de numérique, en matière d'industrie, de santé, de finances, d'environnement. Tout simplement pour une chose essentielle, pour mieux appréhender vos enjeux, les enjeux qui sont les vôtres dans le monde de demain dès aujourd'hui. Alors, j'ai l'habitude de dire avec Laurence, et c'est un plaisir vraiment de partager avec toi cette scène, qu'une idée ne vaut que si elle est réalisée ou bien réalisée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour monter ça devant vous ce soir, avec autant de monde un vendredi soir? C'était la ténacité de toutes les équipes du PAUC, Carole, Camille, tout ça, les gens qui travaillent tous les jours pour que vous soyez heureux et satisfaits. Je vous demande de les applaudir. Toutes les équipes techniques, profitez-en, allez-y, allez-y, les équipes de sécurité. Tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle le travail bien fait, la qualité surtout, la ténacité constante qui fait que nos marques, vos marques, sont des marques repères et mieux encore, de bons exemples. Vous êtes les forces vives de toute une région, même plus. On le voit avec Marcel ici, on le voit avec Olivier, les forces vives de tout un pays. Vous entreprenez avec une vision, avec un but. Vous êtes déterminés, vous êtes persévérants, vous êtes patients. Vous agissez en fait. Vous savez décider. Vous êtes donc entrepreneurs. Mais bien plus encore, vous imaginez. Vous êtes créatifs. Et ça, on l'a vu durant toute la journée. Vous êtes courageux. Vous êtes agiles. Vous n'avez pas peur des défis. Vous avez le goût des challenges et vous n'hésitez pas à prendre certains risques. Certains vont investir dans les jours qui viennent 1 500 000 €, d'autres 150 millions qui sont ici et là. C'est ça la force. Ceux qui partent à l'attaque des géants, c'est la France de demain. En fait, c'est vous. Vous avez soif d'apprendre tout en restant très curieux. Vous êtes des passionnés et vous avez confiance en vous et en vos équipes. Je le redis une fois de plus, sans nos équipes, nous ne sommes rien. Alors, ce point GPS loin que vous avez, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, loin, et en même temps le tableur Excel à côté pour compter, continuez à voir grand, très grand, mais acceptez de démarrer aussi petit
et vous chassez en meute. C'est ce qu'on va faire ici. Le mot ensemble avec un S, c'est le vôtre. Bonne soirée. Alors le plaisir, on va démarrer avec le premier invité qui était le premier à arriver juste derrière. Il est tout ici, vous le connaissez, I comme Ragni. Mesdames et messieurs, Marcel Ragni, président du groupe Ragni de l'UMM Région. Marcel, c'est toi qui vas ouvrir cette première séance. Tu vas nous parler de transmission. Laurence va te poser la question. Moi, en fait, ce que j'ai voulu, c'est à chaque fois vous donner 3-4 mots qui leur ressemblent. Toi, c'est la famille, c'est la bienveillance, c'est l'humain, le travail et la passion. Et il y a une phrase qui est que la famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne s'arrête jamais. Ça te va si bien. Ça lui va si bien, non, Laurence? Ça lui va très très bien. Si tu permets, Patrice, je vais rester sur la métaphore sportive. Sur un terrain, on transmet le ballon, mais en économie, on transmet des entreprises. C'est ce qui se passe dans l'entreprise Ragni aujourd'hui. Rapidement, les 3 valeurs de la transmission, c'est quoi? Patrice l'a dit. Bonsoir à tous. Et donc Marcel Ragni, j'ai une entreprise familiale de 97 ans, donc j'espère tenir le coup pour aller aux 100 ans. Et Patrice l'a dit, la bienveillance, l'humain, je mettrai même l'humain en priorité, et la passion, parce que sans passion, on n'avance pas. Donc on parle de transmission, moi ça y est, c'est fait, hein, comme je te l'ai dit. Le 21 juin, je ne serai plus le président du groupe, mais je n'en serai plus que le vice-président ou le président d'honneur, on m'appellera un peu comme on voudra, mais je suis content d'avoir transmis à mes fils. C'est pas un sujet facile parce que familial, donc on a toujours du mal à faire la préférence entre un fils et un autre fils, surtout quand on aime les deux, comme je peux les aimer. On est très complices, ça fait pour l'aîné 30 ans que je travaille avec lui, ou qu'il travaille avec moi plutôt, et le second, le cadet, 23 ans. Pour autant, ils sont très complices et on a réussi à construire de belles choses, puisqu'on a un groupe, quand ils sont rentrés, on y était à peu près une 50aine, aujourd'hui on est 420 personnes, on faisait à peine 18 millions, on en fait 120, on a des filiales un peu partout dans le monde et en France, donc on a fait de belles choses. Et je dirais que la transmission, c'est toute la vie, parce qu'on passe, j'ai pas été président quand je suis arrivé, je suis passé d'apprenti à 14 ans pour en devenir le président en 2008. Et quand on a, si je pouvais le comparer au sport et au handball, c'est que vous passez le ballon pour pouvoir marquer des buts. Et bien, je crois que pour marquer des buts dans une entreprise, il faut savoir transmettre. Transmettre son bébé, trouver les bons compromis, arriver à convaincre ceux qui reprennent, parce que la facilité, c'était de vendre, mais vendre son bébé, c'est toujours difficile. Donc, j'ai voulu le laisser dans le giron familial. On s'est fait accompagner par la BPI notamment. Patrice m'a donné beaucoup de conseils aussi, puisque j'ai posé quelques questions. Et puis, on a des hommes de loi qui vous conseillent pour que faire, pacte Dutreil, pas pacte Dutreil, comment le faire. Et après, il faut trouver le candidat. Le candidat, moi, je l'avais dans la tête, mais je ne voulais pas le dire. Donc, il a fallu que je guide mes enfants vers celui que je voulais. Et en fin de compte, c'est l'aîné qui a choisi de dire que ce serait le cadet, le président. Et donc là, j'ai réussi mon pari et j'étais très content. Mais tout ça, ça a duré 7-8 ans à peu près, puisque quand on a 60 ans, on croit que la vie va durer. Eh bien oui, elle dure, mais il faut continuer à innover, continuer à grandir. Et une entreprise, si elle innove pas, et elle stagne. J'ai vu trop de chefs d'entreprise vouloir s'accrocher et faire l'année de trop, et je voulais pas être de cela. Donc j'ai travaillé tout au long de ma carrière avec des hommes et des femmes exceptionnels qui m'ont formé, et j'ai formé derrière mes équipes, mes partenaires, mes fournisseurs, donc tout le temps dans la transmission, et en fin de compte, à la fin, on transmet aux enfants, et ils sont bien contents de reprendre le flambeau. Merci beaucoup. Marcel Ragni. Merci infiniment. On va recevoir Myriam Maestroni, présidente de 5T et de 100 leaders pour la planète. Voilà, ça s'appelle une virgule musicale. Alors, Myriam, un plaisir de t'avoir. L'énergie, l'environnement, l'économie, les territoires. Comment devenir en fait un leader pour la planète? Il y a des mots qui sont importants pour toi.
Un des mots qui nous rassemble aussi, c'est l'amour, la gratitude, la passion, l'énergie, l'enthousiasme. La phrase pour toi, avant la question terrible de Laurence Bottero, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Laurence. Alors Myriam, elle dit beaucoup le mot énergie, mais elle l'emploie au pluriel. Du coup, j'ai plutôt envie de lui demander quelle énergie est prioritaire. Laurence, bonsoir à tous déjà, je suis très content d'être là. Et Laurence, c'est une question qu'on ne doit pas me poser. J'ai créé une boîte qui s'appelait Économie d'énergie. Donc il est évident que la première énergie, celle qui coûte le moins cher et évidemment qui a le moins d'émissions, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà compris, même si c'est pas si facile d'aller chercher ce gisement d'économie d'énergie. Une fois qu'on a dit ça, on se doute bien que si les choses étaient aussi simples, eh bien, j'aurais pas eu besoin de créer ni E5T ni 100 leaders pour la planète. Et donc, réellement, on doit mettre le mot énergie au pluriel parce qu'aujourd'hui, dans notre pays ou en Europe, on n'a toujours pas un mix qui nous dit à 2030 ou à 2050, voilà la proportion d'énergie renouvelable, solaire, éolien, hydromoteur, en tout cas tout ce qui n'est plus fossile, donc ni pétrole, ni charbon et gaz, qui représente quand même aujourd'hui toujours plus de 70% de notre mix. Donc on voit qu'il y a de l'espoir, puisque en fait on peut imaginer demain décorréler la croissance de l'utilisation d'énergie fossile. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque historiquement on a pu grandir parce que, ou seulement parce qu'on consommait plus d'énergie. Donc la question, c'est comment croître, grandir en consommant moins. Et bien sûr, c'est possible aujourd'hui. Je ne vais pas en 5 minutes vous expliquer en détail comment ça marche. La deuxième chose, c'est que on doit prendre en compte les externalités. Évidemment, le CO2 est une externalité, positive ou négative. Et donc, aujourd'hui, quand on parle croissance verte ou qu'on parle d'économie circulaire, d'économie régénérative, eh bien, c'est une façon de parler de ces externalités négatives et positives, voire même de prendre des externalités négatives, des déchets, pour faire simple, et d'en faire de l'énergie. Troisième dimension, c'est les territoires, parce qu'il est évident qu'il y a des problématiques différentes en fonction des territoires. Il y a des ressources aussi différentes. On n'a ni les mêmes problématiques, ni les mêmes ressources quand on vit ici, dans cette région, ou quand on est en Île-de-France, ou quand on est au nord de la France. Et il y a un quatrième levier, c'est l'innovation. On en a parlé avant moi, on en reparlera sans doute après. Eh bien, aujourd'hui, on est à peu près, à mon avis, comme au moment où le Moyen-Âge s'est terminé, où il y avait plein de certitudes. Voilà, on pensait qu'il y avait 3 continents, la Trinité, on pensait que la Terre était plate, que la Terre tournait, enfin, que le Soleil tournait autour de la Terre, ou l'inverse, et puis d'un coup, clac, toutes ces incertitudes s'effondrent. Et autant vous dire que les pauvres personnes à cette époque, ils devaient vraiment être dans un état à peu près comme nous aujourd'hui, quoi, hein, se dire qu'est-ce qui va nous arriver dans les années à venir. Et bien de là est née la Renaissance avec une explosion en termes d'art, d'apprentissage intellectuel comme on n'en avait jamais eu avant. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'aube de construire un nouveau paradigme éco-énergétique qui est au moins aussi intéressant que ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc le jeu en vaut la chandelle, sauf qu'il faut évidemment trouver le mode d'emploi. Et moi qui viens du pétrole, du gaz, qui ai créé une boîte qui s'appelle Économie d'énergie, ce qui veut dire que j'ai fait ma rédemption, hein, parce que je ne savais pas à l'époque. Eh bien, j'ai eu à cœur de créer ce think tank E5T, 5E, c'est pas comme Chanel, mais presque. E comme énergie au pluriel, vous avez raison, économie d'énergie, donc efficacité énergétique, environnement, économie, donc l'économie au sens large, et territoire, qui existe depuis 13 ans. On a évidemment trouvé plein de pistes pour la transition énergétique, écologique et aujourd'hui agroclimatique, parce que sans la transition agroclimatique, on n'ira pas vers le net zéro. Je vous rappelle que l'Europe s'est déclarée le premier intéressé pour faire le net zéro. Et de suite après, on s'est retrouvé il y a 3 ans, enfin un peu moins, à créer 100 leaders pour la planète, parce que le but du jeu, c'est que le plus grand nombre d'entre nous deviennent des leaders pour la planète. Et pour ça, il y a 2 enjeux. Il y a le fait d'être un leader, ça veut dire être un leader, avoir du courage, être capable d'affronter les problèmes en les regardant dans les yeux. Et c'est pas simple, parce que quand on nous demande à la fois de la souveraineté,
de l'indépendance, de la sécurité d'approvisionnement et, petite cerise sur le gâteau, mais on sait ce que ça veut dire, de la compétitivité. Bon, on comprend qu'il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup d'audace, beaucoup de lucidité et beaucoup de vision et la capacité à porter ça. Et puis, ça veut dire apprendre, continuer à apprendre, parce que tout est en train de se passer. Donc, même il faut désapprendre pour réapprendre. Et donc là, ben voilà, 100 leaders pour la planète, c'est un programme qui, en peu de temps finalement, ou sur un an, nous accompagne 50 heures pour devenir des leaders pour la planète, ce que je vous souhaite à tous. Merci. Merci Myriam. Merci beaucoup. Ah, vous posez souvent une question qui est assez incroyable, on en parlait encore, sur l'IA, sur la data, sur qui est un bon DSI. Là, on vous a invité la Rolls-Royce des DSI en France. Je vous demande d'accueillir Lionel Chêne, qui a été DSI de la Poste et DSI aujourd'hui de BPI France. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. IA générative, IA, data, c'est ton dada, ça mon ami Alstom là. On a travaillé ensemble pendant pas mal d'années. Optimiste, déterminé, collaboratif, très curieux, très adaptable, au service de l'ensemble des métiers et avec un cœur et une grande générosité. Alors, c'est un gars très curieux, j'ai envie de vous dire. La curiosité, c'est quand même pour vous tous le moteur de la réussite. N'est-ce pas, Laurence ? La curiosité, c'est le moteur de la réussite, mais quand tu parles, Patrice, de IA, de data de IA et l'humain dans tout ça ? C'est essentiel, et c'est essentiel dans le voyage dont je vais vous parler. Alors, je vais commencer par un souvenir d'enfance. Avec mon père, on partait donc à l'île de Ré. Pour information, j'habitais Embrun, un peu plus haut dans les Hautes-Alpes, dans la vallée. Et on partait, et on savait où on allait, c'était notre destination de l'île de Ré. Et la veille, on mettait une énorme carte IGN, vous savez, de toute la France. On prenait un stabilo-boss, ça n'existe quasiment plus, et on faisait le chemin pour arriver jusque là. Et donc, le jour J, j'étais copilote, voilà, de la voiture, je sortais la carte. Et je peux vous dire qu'est-ce qu'on a découvert des chemins totalement non prévus, qu'est-ce qu'on a découvert des villages, des territoires géniaux. Donc on s'est perdu 1000 fois, mais de vous à moi, c'était une expérience incroyable, des souvenirs inouïs. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de voyage, pourquoi il nous parle de son enfance pour parler de l'IA ? En fait, je vais juste vous dire que l'IA, aujourd'hui c'est un voyage, et ce voyage-là, il va nous amener, va amener dans vos entreprises des super pouvoirs. Donc, vous savez, les super-héros, les gens de Marvel, donc grosso modo, demain, vos équipiers, vos collaborateurs, ce seront des personnes ayant des super-pouvoirs. Donc, voilà. Donc, oui, demain, l'intelligence artificielle va faire que vous pouvez faire des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, que vos équipiers vont pouvoir faire des choses plus rapidement, plus performants. Donc, ils vont le faire mieux, globalement. Et je veux vous dire, on a déjà des preuves concrètes de ces éléments-là. Je vous donne mes équipes, donc j'ai 1500 ingénieurs qui travaillent dans mes équipes. Aujourd'hui, les développeurs les meilleurs qui savent utiliser l'intelligence artificielle, ils vont 20% plus vite. Aujourd'hui, j'ai ces chiffres-là qui tombent dans mes radars, dans mes tableaux Excel. Donc voilà, et ça c'est une réalité d'aujourd'hui. Oui, demain, vos équipiers vont être on va avoir une expérience d'usage et une expérience de travail simplifiée. C'est paradoxal, l'IA c'est une technologie assez complexe, mais qui va vous faciliter la vie, qui va faciliter la vie de vos équipiers. Et donc là, grosso modo, c'est ce GPS, cette destination que tu voyais, aujourd'hui cette IA, ce GPS va vous aider à avoir des parcours simplifiés dans vos expériences, avoir dans votre main, en parlant à votre main, en parlant à votre téléphone bien évidemment, l'information dont vous avez besoin pour prendre la bonne décision au bon moment, au bon lieu. Et ça, c'est vrai pour vous, dirigeants, c'est vrai pour vos équipiers, c'est vrai pour vos chaînes de production. Grâce à ces agents qui vont vous aider, vous augmenter, c'est aussi vrai pour vos chaînes de production qui vont pouvoir discuter d'agent à agent et travailler ensemble pour augmenter votre production. Tout ça, je vous ai parlé de demain, mais en fait, je ne dois pas vous parler de demain. Je dois vous parler d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, ces sujets-là, ça se prépare. Et aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire dans vos entreprises pour prendre cette vague, cette opportunité de performance. Et aujourd'hui, comment le faire ? Parce qu'aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres. 66% des dirigeants disent « Oui, l'IA, et notamment l'IA générative, qui est une technologie assez récente, va changer la donne. » Ça, c'est les chiffres qu'on ressort.
67% de ces mêmes dirigeants disent « mais on ne sait pas trop par où commencer ». Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut commencer autour de ces sujets-là. Je ne sais pas qui dans la salle, je vais faire un sondage à main levée, utilise une fois par jour un copilote, un chat GPT pour améliorer sa performance dans son business. Bravo. Vous serez beaucoup plus le mois prochain, vous serez beaucoup plus le mois d'après. Posez la question dans une même hémicycle à vos étudiants ou vos enfants, vous verrez que c'est déjà en route et c'est déjà quelque chose de maintenant. Donc comment il faut faire ? Il faut commencer à former, s'intéresser, vous devez expérimenter, tester. Ces technologies-là sont des technologies qui s'expérimentent très facilement. Converser avec un chatbot, ça vous donne ces éléments-là. Mais demain, c'est un sujet essentiel sur lequel il faut que vous appropriez, il faut investir, il faut former, il faut vous équipier. Il faut former vos boards, il faut que vos boards vous demandent d'aller dire quelle est votre stratégie IA, comment vos business, comment vos modèles vont changer demain avec l'arrivée de cette IA. Pour information, vous pouvez faire un diagnostic. BPI propose d'ailleurs des diagnostics IA. Allez voir vos partenaires, vos chargés d'affaires BPI pour le faire. Deuxième sujet, il vous faut de la data. Une bonne IA, un bon algorithme, ça ne marche qu'avec de la data. Alors la data, c'est tout ce que vous avez déjà digitalisé, vos parcours, vos données clients, votre relation client. Mais c'est aussi, si vous êtes industriel, votre jumeau numérique. Demain, il va falloir représenter la réalité dans une version numérique de ces éléments-là. Et par exemple, grâce à ça, votre chaîne de production va devenir intermittente. Donc grâce à l'énergie intermittente pilotée par l'IA. C'est maintenant que ça se passe, allez-y, expérimentez. Dans le voyage, ce qui est beau, c'est de choisir la destination. La destination de votre entreprise, c'est quoi ? C'est l'avenir de votre entreprise, c'est l'avenir d'augmenter d'une IA. Et une fois que vous aurez défini cet avenir-là, qu'est-ce que vous allez partager à vos collaborateurs ? Une aventure inoubliable. Merci de changer le monde, merci de changer et donner un avenir à notre monde. Merci Lionel, merci beaucoup. Alors, nouvel intervenant, je vous ai dit, c'est votre vedette régionale, Philippe Véran, président, directeur général de Biotech Dental, leader de la dentisterie numérique en Europe. On va parler avec toi, mon cher Philippe, de santé. Vous vouliez des formats courts, vous les avez. Vous voulez pas de politique, vous en avez pas. Travail, résilience, persistance, positivisme, non, plutôt optimisme, chance, paranoïa. Non, tu n'as pas monté un parti politique. Non. En fait, tu es un homme qui innove, qui sert l'avenir. Ta phrase pourrait être, la meilleure façon d'ailleurs de prédire l'avenir, c'est tout simplement de le créer. Et c'est ce que tu fais, en fait. Laurence Bottero. Alors Philippe Véran, lui, il analyse les risques. Ça, c'est un petit truc qu'il a gardé de sa vie d'avant. Oui, c'est vrai. Mais le risque, finalement, ça se prend ou ça s'évite ? Le risque, ça se prend, mais on essaie d'éviter le danger. Merci en tous les cas de m'avoir invité. Je suis très flatté par tout ce que vous avez dit. Ce soir, je vais juste essayer de vous faire aimer ce que je fais. Parce qu'au fond, ce que je fais, je n'étais pas destiné au final de le faire, puisque j'étais destiné à être un expert comptable, ce que j'ai été pendant le début de ma carrière professionnelle. Et je suis tombé dans ce virus incroyable que j'ai attrapé, comme d'ailleurs la grippe que j'ai attrapée aux États-Unis la semaine dernière et que j'arrive pas à guérir. Voilà, je suis tombé dans le virus de l'entreprise et de l'entrepreneuriat et je n'en suis pas sorti. Donc tout ça pour dire que c'est possible pour tout le monde et pour les jeunes qui sont ici présents, et c'est peut-être surtout à eux que je m'adresse. Il faut, voilà, je vais donner des banalités, mais si vous avez envie de quelque chose, faites-le parce que vous aurez de grandes chances de le réussir. Alors c'est vrai, il y a des mots, Patrice, que tu as cités, qui accompagnent ma vie et ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. C'est vrai que quand je la regarde dans le rétroviseur, c'est là où je m'aperçois que, voilà, que j'ai quand même beaucoup roulé ma bosse et que je ne suis plus aussi jeune. Mais par contre, il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est l'envie de se lever tous les jours pour aller travailler. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu, on a entendu la passion, mais je ne sais pas si aussi parfois c'est quelque chose que les entrepreneurs n'osent pas dire, mais je crois que tous les gens qui sont assis ici, on a une valeur commune, c'est le travail. Et moi, sans le travail, je suis rien.
Et un entrepreneur qui ne travaille pas, c'est pas un entrepreneur de toute façon qui réussira. Donc, quelles que soient les technos aujourd'hui, qui sont absolument merveilleuses, donc on a parlé de l'IA, et puis il n'y a pas que l'IA, mais si je regarde par exemple mon métier aujourd'hui de fabricant de dispositifs médicaux, ce métier que je pratiquais il y a 25 ans, aujourd'hui je le fais avec la même passion, avec des outils très différents, des usines absolument merveilleuses, des robots partout, mais surtout ce qui n'a pas changé, c'est que je le fais avec des gens. Et l'entreprise, c'est les personnes. Et c'est ça aussi qui dicte notre vie. On a la chance aussi d'habiter dans une région où on s'en est rendu compte d'ailleurs après le Covid. Tout le monde a envie de venir travailler chez nous. La région fait beaucoup, les communes et les collectivités font beaucoup pour rendre plus facile la vie de nos entreprises. Et aujourd'hui, on a toutes les facilités pour pouvoir accueillir les vrais talents. On a pris un peu de retard évidemment sur certaines infrastructures qu'on va essayer de rattraper. On a pris aussi un peu de retard sur certaines écoles, donc notamment les écoles du numérique, mais on a des spécialistes qui sont là et aujourd'hui on essaie aussi de rattraper le retard, donc on a des talents concrets pour nos nouveaux métiers. Mais voilà, je voulais dire qu'avec le travail, forcément on doit réussir et on peut réussir. Les risques, il faut les prendre, donc il ne faut pas avoir peur de les prendre. Mais après, il faut pouvoir, bien évidemment, les analyser. Et c'est vrai que Laurence le disait, mon métier de commissaire aux comptes m'a appris à analyser le risque. Mais ça ne m'empêche pas, en tous les cas, de continuer à les prendre. Un entrepreneur qui ne prend pas de risque, un entrepreneur qui n'innove pas, un entrepreneur qui ne se pose pas toutes les questions qu'il faut, un entrepreneur qui va aujourd'hui répondre que l'IA, ce n'est pas son problème, tout ça, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'espère simplement vous avoir parlé de la seule chose que je sais faire. C'est travailler, créer, innover, manager les gens, faire venir des gens derrière moi dans mon sillon pour au final se régaler. On est dans une salle de sport, c'est pas neutre aussi. Le sport pour moi c'est aussi quelque chose qui est très proche de l'entreprise. Les valeurs sont les mêmes. Les valeurs c'est la gagne et la gagne dans les règles. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci. Je me permets de te dire une chose. Il reste quelques secondes. Quand vous rentrez dans cette entreprise, vous sentez de l'humain. On parle souvent de la marque employeur, c'est comme de la RSE. C'est fondamental, c'est la base. On emploie des gens, on veut qu'ils soient bien, on veut qu'ils prospèrent, on veut qu'ils grandissent et tout ça. C'est un bel exemple de ce que tu as fait avec ta femme Olivia et avec l'ensemble de tes collaboratrices et collaborateurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. On reçoit, alors, là, star mondial, j'allais vous dire, presque. Il a travaillé dans des grands groupes internationaux. Il est aujourd'hui dans une entreprise régionale dans laquelle il met tout son cœur, toute son énergie. Il est dans 2 régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Et puis l'Occitanie, c'est pas si loin. C'est à côté. C'est à un pas. Il s'appelle Dominique Maucly, le président et CEO du groupe Terega. Industrie, transition énergétique. En fait, permettre aux territoires, aux entreprises de tirer tout simplement le meilleur parti pour se réinventer. Plusieurs mots te caractérisent assez bien. Le côté visionnaire, le côté déterminé, le côté bosseur, t'en parlais il y a quelques instants, mon cher Philippe, le côté humain et le côté serein. La phrase qui te caractériserait. La différence, en fait, entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination humaine. Et ça, avec Laurence, on trouve que tu incarnes bien. Laurence. Mais bien sûr, puisque la détermination, le côté visionnaire, c'est aussi savoir relier les régions. GRT Gaz et Terega sur Barmar, c'est la belle addition. Oui, alors, d'abord bonjour. Déjà expliquer ce qu'est Barmar aussi. Hein. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais vous faire un petit voyage dans l'énergie de demain. Alors bien évidemment, l'électricité, le nucléaire en France, on n'y coupe pas, ça fait partie de la base et ça va se compléter avec du renouvelable, tout ça va bien fonctionner. Mais ça ne suffira pas. Il nous faudra d'autres moyens et puis il faudra aussi imaginer le voyage, la transition, le fait de passer de là où on est aujourd'hui à là où on sera demain. Donc dans le domaine des gaz, la transition, on l'a imaginée autour
des molécules qu'on appelle les molécules vertes, celles qui seront produites avec des moyens électriques ou à partir de moyens dont on saura capter et gérer le CO2. Pour faire ça, et pour le faire de façon industrielle, parce que là on n'est pas en train de s'amuser, on est en train de trouver des solutions qui sont des solutions qui vous permettront, des grandes industries de fonctionner, c'est-à-dire d'avoir une supply chain. Ce qu'on fait nous tous les jours avec GRT Gaz, c'est la supply chain, c'est permettre que les molécules soient juste là au moment où il faut, quand vous en avez besoin. Et bien ça, il faut le mettre en place et ça va prendre des années et des années. Pour y arriver, la meilleure solution, c'est de travailler tous ensemble. C'est de se mettre tous ensemble autour de la table et c'est ce que l'on fait aujourd'hui en France et au niveau européen. Donc ce qu'on appelle Barmar, la liaison Barcelone-Marseille, qui va demain transporter 2 millions de tonnes d'hydrogène par an, c'est-à-dire 10% du besoin européen tel qu'il est projeté à l'horizon 2050, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. On est tous obligés de se mettre autour de la table pour le faire, et c'est comme ça qu'on va le réussir. Ces challenges, cette façon de relever le risque, à la fois technique, à la fois financière, il n'y a pas d'autre solution. Ça fait maintenant 40 ans que je suis dans l'industrie. À chaque fois où on a voulu prendre les risques tout seul, et ça m'est arrivé, ça s'est mal terminé. Donc voilà, une belle coopération qui est en train de se monter entre des opérateurs espagnols, des opérateurs portugais, des opérateurs français, des opérateurs allemands, pour faire en sorte que demain, l'industrie dispose des molécules dont elle aura besoin. Ça, c'est la première partie de l'histoire. La deuxième partie de l'histoire, c'est qu'il faut faire le chemin. Donc il y a un chemin technique, mais il y a aussi le chemin de votre accompagnement tous les jours pour faire en sorte que demain, c'est-à-dire à partir de 2026, quand il n'y aura plus de crédit CO2, vous puissiez disposer, de crédits gratuits bien sûr, des infrastructures qui soient les infrastructures au plus près de vous. Et Myriam l'a dit tout à l'heure, ça commence par l'efficacité énergétique, pas consommer l'énergie qu'on aurait pu consommer mais qu'on ne va pas consommer. Et nous, pour vous aider à aborder cette période, eh bien, quoi de mieux que de faire en sorte que ce qu'on sait faire, on le mette à disposition des marchés. Et c'est vrai que le monde régulé dans lequel on est, puisque nos infrastructures, en fait, vous n'avez pas à les choisir, en fait, elles sont imposées par l'État, eh bien, elles développent des choses aussi, et elles vont s'enrichir de l'innovation aussi qu'elles vont trouver sur le terrain. Et c'est pour ça qu'on a créé, nous, une structure qui s'appelle Terega Solutions. Dans Terega Solutions, c'est une structure commerciale qui se déploie en Occitanie, qui se déploie en Nouvelle-Aquitaine, qui se déploie en Bretagne, qui se déploie dans la région centre, et qui, bien sûr, je l'espère en tout cas, se déploiera un jour dans votre région. Qu'est-ce qu'elle fait, cette structure ? Eh bien, cette structure, elle met à disposition d'abord du digital, des plateformes qui vous permettent de gérer de l'énergie, parce que l'énergie, vous saurez l'optimiser, soit sur vos plateformes industrielles, soit sur des plateformes un petit peu plus larges. Mais pour ça, vous avez besoin d'outils. Ces outils, ils existent pour gérer la chaleur, pour gérer les molécules, pour gérer tout ça. Ça s'échange, ça se transite. Mais pour ça, il faut quelques outils, des plateformes digitales. Et puis après, il vous faut savoir appréhender ce que vous allez avoir à gérer, vos émissions de CO2, les futures molécules, l'hydrogène. Ça va commencer à se déployer localement, dans des écosystèmes locaux. Et pour faire ça, il vous faut des gens qui sachent le faire. Ceux qui savent le faire, ce sont ceux qui savent gérer des installations sous pression ou des molécules industrielles. Donc cette culture industrielle, cette culture de la molécule et de l'énergie, c'est quelque chose qu'on met à disposition et on peut le faire. Dans notre structure Terega, c'est facile parce qu'on est indépendant. On est le seul opérateur d'infrastructures en France qui soit indépendant des producteurs. Bien évidemment, il y a des Chinese walls entre les producteurs et les infrastructures dans les grands groupes, mais avec nous, vous pouvez avoir un dialogue qui est un dialogue indépendamment de toute fourniture d'énergie de demain. Voilà pourquoi je pense qu'il est important qu'on travaille ensemble et qu'on travaille encore plus dans votre très belle région. Voilà, j'espère qu'on saura développer des relations pérennes et durables. Merci beaucoup. En tout cas, c'est génial, Isabelle, pour toi. Hein. Voilà, merci beaucoup, Dominique Maucly. Nouvel invité sur cette scène. Il est sur ma droite, il est local, il est national, il est international. Kevin Polizzi, président de The Camp et de United Group, Data Center, Cybersécurité, IA. Alors, il y a plusieurs mots qui te correspondent assez bien, mon cher Kevin. C'est le côté innovant,
le côté iconoclaste, le côté résilient et le côté collaboratif. La phrase, tu t'attends à une phrase, je vais te la donner. En fait, le collectif, c'est important. Tu es d'accord avec moi? C'est fondamental. C'est essentiel. En fait, la réussite, elle appartient à tout le monde. Tout le monde. En fait, c'est au travail d'équipe qu'en vient le vrai mérite. Laurence? Justement, Patrice, tu viens de dire le mot travail d'équipe. C'est quoi la définition du travail d'équipe? Voilà une excellente question, Madame Bottero. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être avec vous à l'Arena ce soir. Je vais vous raconter ce soir l'histoire du sauvetage d'une infrastructure territoriale qui s'appelle The Camp. Du sauvetage d'une infrastructure territoriale parce que lorsqu'on a récupéré The Camp, c'était 6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 8 millions d'euros de pertes. Donc vous êtes entrepreneur, vous imaginez que vous récupérez le gouvernail d'une entreprise qui fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 8 millions de pertes. Et donc il faut tout réinventer, et il faut tout réinventer en équipe. Réinventer en équipe, ça veut dire tout d'abord ouvrir cette infrastructure au territoire. Vous toutes et tous, vous le savez, The Camp a pris un nouvel essor. On a décidé d'en faire un campus des transformations et on adresse 3 transformations fondamentales auxquelles nous sommes toutes et tous confrontés au quotidien. La transformation environnementale, la décarbonation, la capacité de fabriquer des produits plus propres, de sourcer localement, d'activer nos écosystèmes, travail d'équipe. La transformation managériale, travailler différemment. On a un monde après Covid qui s'est réinventé avec du télétravail, avec du digital, avec des outils, avec des envies, avec des nouvelles exigences aussi, de gens qui ne veulent plus, par exemple, travailler le week-end. Travail d'équipe. Et enfin, une transformation qui est très difficile à mettre en œuvre, on en a parlé tout à l'heure, la transformation digitale. Il faut. Certes, mais comment? Comment on fait de la transformation digitale? Comment on fait de l'intelligence artificielle? Comment on est capable de stocker des données et d'en tirer la substantifique moelle, la valeur ajoutée? Ce comment, il n'est pas si simple à mettre en œuvre. Et donc, dans The Camp, on a décidé évidemment de garder l'offre de séminaires, votre capacité d'intervenir auprès de vos collaborateurs, venir construire votre management, venir construire les objectifs, ne serait-ce parfois que s'aligner. À titre personnel, dans le groupe Unitel, je fais 2 séminaires d'alignement par an parce que le temps passe tellement vite et les technologies varient tellement rapidement que j'ai besoin de synchroniser mes équipes à minima 1 fois tous les 6 mois. On a construit une société de formation, The Camp Training, qui vient vous expliquer comment on met en œuvre l'intelligence artificielle, comment on met en œuvre l'entreprise du futur, comment on met en œuvre l'industrie 4.0, comment. Les outils sont disponibles. On vient d'ouvrir la 3e grande révolution de l'informatique. La première, c'est l'invention du micro-ordinateur, du PC, du Mac. La seconde, c'est l'avènement d'Internet. La 3e, c'est la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, souvenons-nous qu'elle a été inventée dans les années 50, et souvenons-nous qu'elle a été utilisée et puis mise en sommeil parce que nous n'avions pas les moyens de l'utiliser financièrement. Les fondamentaux de cette technologie restent les mêmes. Les réseaux de neurones, c'est ce qu'il y a dans votre cerveau. Le computer vision, la vision assistée par ordinateur, c'est ce qu'il y a dans votre œil. Et si je connecte votre œil à votre cerveau, c'est comme si je connectais une caméra à un ordinateur. La logique, tout le monde la comprend. L'abstraction est hyper simple à voir. La mise en œuvre, elle requiert de la puissance. La différence de puissance entre le début du PC et la création d'Internet, c'est 1 milliard de fois plus rapide en l'équivalent peut-être de 30 ans. 1 milliard de secondes, c'est 2000 ans. Vous imaginez une tâche que vous faisiez avant en 2000 ans, vous la faites désormais en 1 seconde. La différence de puissance entre l'avènement d'Internet et la mise en place de l'intelligence artificielle, c'est 1 milliard. 1 milliard d'opérations. Imaginez la puissance que vous avez en main pour traiter votre facturation, vos bons de commande, votre CRM, vos accès à Internet. Il faut se doter de ces technologies.
On a cette chance, cet avantage, et c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité investir durablement avec le soutien de Jean-Luc Chauvin, la Chambre de commerce, avec le soutien de Stéphane Paul et de Sophie Joissin pour la mairie d'Aix. On a voulu mettre à disposition de ce territoire les outils et les moyens de sa transformation. Et puis comme on sait que tout le monde aime boire un coup, on a décidé de mettre une licence 4 dans The Camp, parce que très longtemps on nous a dit The Camp c'est loin, The Camp c'est pas bon, The Camp il n'y a pas d'alcool. Je vous rassure, il y a tout ça autour de The Camp. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci mon cher Kevin. Merci. Nouvel invité. Alors lui, il nous vient tout droit parce qu'il a décidé de garder en fait son siège dans les Pays de la Loire, dans une très belle ville qui s'appelle Laval. Et ce Tom, ce visionnaire, il a un point GPS très 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 loin. Retenez bien le nom de ce groupe, Actual. Je vous demande d'accueillir le président directeur général du groupe, Samuel Toile, et le vice-président national du MEDEF. Il nous parle souvent, et avec plaisir, de l'enjeu des compétences et des talents capitaux pour nos entreprises, pour vos entreprises. Alors, si on avait à le caractériser, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, je dirais visionnaire, excessivement engagé, profondément humain, très audacieux et optimiste. La phrase. En fait, on a toujours besoin de femmes et d'hommes qui sachent rêver à des choses totalement inédites. En fait, tu métamorphoses ton entreprise. Ça, c'est une force, Laurence. Mais bien sûr, le travail égale le savoir-faire. Est-ce qu'aujourd'hui, le savoir-faire n'égale pas le savoir-être? Oui, merci Laurence et merci Patrice pour ces propos fort sympathiques. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler du travail, parce que c'est mon quotidien. Actual, vous l'avez compris, a pour mission de fournir du travail au plus grand nombre, et puis de fournir les compétences, ou de trouver ou de former les compétences dont les entreprises ont besoin. Et je suis également engagé au MEDEF, vice-président du MEDEF national, parce que tout simplement je milite pour une croissance responsable. La croissance responsable, c'est juste nécessaire dans le pays pour, déjà, c'est là pour permettre de créer des emplois, et puis aussi pour permettre aux entreprises, évidemment, de financer l'emploi, permettre de financer la protection sociale, le modèle social français, mais aussi financer les investissements et l'innovation dont le pays a besoin pour assurer toute la transition. Et dans ce combat pour la croissance responsable, j'insiste aussi sur le sujet de la fluidité du marché du travail qui est nécessaire pour rendre possible le fait que les personnes choisissent leur métier, choisissent leur travail, choisissent leur emploi. Parce que finalement, un travail choisi, c'est pas un travail pénible. Un travail choisi, c'est un travail où on peut se réaliser. Et si on le fait avec passion, on se réalise. Et si on le fait avec passion, on se réalise personnellement, mais on contribue à la performance de l'entreprise dans laquelle on est. Et les entreprises performantes, évidemment, ça modifie le système, ça améliore les territoires, l'activité des territoires et évidemment l'activité du pays. Et donc, ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est que là, on est dans un club mythique de handball. Je me posais la question en venant, est-ce que le coach, quand il compose son équipe, il peut se permettre, avec l'ambition qu'a le club, d'avoir une équipe moyenne? Ou pire encore, peut-être des bons, mais pas qui ne jouent pas à la même place. Eh bien, je pense que vous êtes, en tant que chef d'entreprise, les coachs de vos équipes de l'entreprise. C'est vous qui choisissez les équipes. Et là, j'ai 3 convictions à vous partager. C'est que la première, c'est que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Les tensions que l'on connaît aujourd'hui sur le marché du travail, que l'on connaît depuis peu finalement, depuis 2022, avec cette reprise rapide post-Covid qui était liée à la conjoncture et puis aussi aux transitions, et bien finalement, ce sont des tensions qui sont durables. Et le mercato du marché de l'emploi va être durablement difficile pour une raison très simple. C'est qu'au-delà des transitions, on a un gros problème en France de démographie. Il y a 10 ans, il y avait 200 000 personnes actives supplémentaires qui arrivaient sur le marché du travail. Là, cette année, on est à peine 20 000. Dans 10 ans, ce sera moins 50 000. Et donc, quand il y a beaucoup de monde arrivé, on peut ne pas être bon. Parce que potentiellement, le marché est là, le volume est là pour aller chercher les compétences.
Quand le marché devient difficile, vous avez l'obligation d'être bon pour attirer les meilleurs. La deuxième conviction, c'est que... Et donc, sur ce sujet de difficulté de recrutement, ça nous oblige effectivement à élargir le champ d'action, le champ des possibles pour recruter. On ne peut pas se satisfaire uniquement du savoir-faire, le savoir-être, évaluer les capacités, les motivations, les potentiels pour proposer des emplois. C'est évidemment un gisement intéressant. La deuxième conviction, c'est que dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle des DRH qui font très bien leur travail. On a des marques employeurs, on a des activités politiques, etc. Bon, tout ça très bien. Le principal responsable de l'attractivité de l'entreprise, c'est vous, le chef d'entreprise, par le projet, par le sens que vous donnez à ce que vous faites et le sens que vous donnez à vos équipes. Et c'est évidemment le coach, l'entreprise qui choisit les équipes et qui fait venir les meilleurs éléments pour pouvoir évidemment réaliser son projet. Et puis la troisième conviction que j'ai et qui est importante, c'est que quels que soient les efforts formulés par les uns les autres, ça on a fait une petite étude récente sur le sujet, et ça concerne la plupart des entreprises, on a malgré tous les efforts fournis, 50% de personnes qui sont stables dans l'entreprise. Certaines sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Les pessimistes sont ceux qui ne croient pas beaucoup à l'avenir. Les optimistes sont plutôt... Mais il y a 25% de désengagés et également 25% ce qu'on appelle les avant-gardistes. Les désengagés, évidemment, si on ne fait rien, ils partiront. On a intérêt à les travailler pour les faire revenir vers la stabilité. Et puis les avant-gardistes, si on ne fait rien, ils partiront parce qu'ils aspirent à des projets, ils aspirent à progresser dans l'organisation. Et donc tout ça, ça nécessite que le suivi individuel des compétences dans l'entreprise, la façon de porter l'attention aux collaborateurs est juste nécessaire. Donc on parle de talent d'acquisition, on parle de talent management, et ça veut dire que le sujet des ressources humaines, à partir du moment où on a la conviction que ce capital humain est important, il y a toutes les strates d'entreprise, y compris du management. Donc si, comme moi, vous pensez que le capital humain est juste essentiel, j'ai envie de vous dire, enjoy les jobs de vos entreprises en travaillant sur ces questions du capital humain. Merci à tous. Merci beaucoup, Samuel. Vous faisiez une remarque très très juste. Vous faisiez une remarque très très juste. Il n'y a pas assez de jeunes et pas assez de femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs. Et ça, c'est vrai, parce qu'on a l'impression de retrouver toujours les mêmes. Là, on a une chance formidable d'avoir une vraie chef d'entreprise qui a cofondé et qui est directrice générale d'Alterway et présidente d'un syndicat très important en France dont elle va nous parler, de Numéum. Je vous demande d'accueillir Madame Véronique Torner. Bonsoir. Alors Véronique, c'est les enjeux du numérique entre tes mains. Et entre tes mains également de tes équipes, et je remercie en particulier Olivier Cazoulot, qui fait un travail formidable sur le territoire, qui est avec nous ce soir. Tu es une femme entrepreneur, tu es une femme du numérique responsable, tu es quelqu'un qui aime jouer collectivement, tu es ultra engagé, tu es tout le temps enthousiaste. Est-ce que l'ambition est féminine? Bien sûr que oui, Laurence. Quand l'ambition féminine, en fait, propulse le succès collectif, c'est ça, s'élever ensemble. C'est ça, s'élever ensemble. Et si tu veux, Patrice, on va poser une question très pragmatique à Véronique ce soir. Combien de temps un patron doit-il passer sur sa stratégie digitale? Alors ça, c'est une bonne question. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là et c'est très sympa et très inspirant d'écouter les uns et les autres. Donc, merci pour ce bon moment. C'est une bonne question. Eh bien, je vais te dire, il y a quelques jours, la directrice générale d'un grand groupe français du secteur public m'a fait une confidence que je vous partage. Elle me dit que tout patron doit passer entre 10 et 20% de son temps sur sa stratégie numérique. Alors, je ne sais pas combien est de chefs d'entreprise dans la salle, mais est-ce que vous passez entre 10 et 20% de votre temps sur votre stratégie numérique? Et c'est majeur. Pourquoi? Eh bien parce que le numérique, c'est un enjeu stratégique pour toute entreprise. Sans numérique, il n'y a pas de futur pour l'industrie. Il n'y aura pas de réindustrialisation en France sans numérique. Sans numérique, il n'y a pas de transition environnementale. Même si le numérique doit faire sa part, c'est un énorme levier pour réussir la transition environnementale. Sans numérique, la France et l'Europe ne pourra pas rester compétitive sur l'échiquier mondial. Alors nous devons
accélérer la numérisation de notre économie, de nos entreprises. C'est vital. Et on doit se saisir très rapidement de toutes les opportunités offertes par les technologies. On en entend parler beaucoup en ce moment, c'est lié à Gênes. Bien sûr, on doit se saisir des opportunités offertes par l'intelligence artificielle générative. Alors pour réussir, il faut une équipe de France du numérique forte et impactante. Et ça, c'est mon job. Moi, mon job, c'est de le porte-drapeau de cette équipe de France du numérique. Et j'ai un credo, et ça a été dit par beaucoup d'entre vous, ça a été rappelé, mon credo, c'est le jeu collectif. J'ai une conviction, c'est que on ne peut pas réussir si on joue chacun individuellement. On ne peut réussir qu'en jouant collectivement. Et ça veut dire quoi ensemble? Ensemble, ça veut dire jouer région, nationale, Europe. Ensemble, ça veut dire jouer entre les petits acteurs et les grands acteurs. Ensemble, ça veut dire jouer entre les clients et les fournisseurs. C'est avoir une vision d'écosystème. Alors, pour réussir et que cette équipe de France du numérique soit forte et impactante, j'ai fixé 3 grandes priorités à notre écosystème. La première priorité, ce sont les régions. Pourquoi? Parce que 90% des décisions se font dans les territoires. Et donc, il faut agir au plus près des acteurs économiques dans les territoires. Tu l'as dit, Patrice, il y a Olivier Cazzulo, c'est votre représentant, c'est votre interlocuteur ici dans la région sud, PACA. La deuxième des priorités, c'est les compétences. On manque de compétences, on manque cruellement de compétences dans le secteur du numérique. Alors, que faire? Il y a différents leviers, mais surtout, il faut raisonner autrement. Il faut arrêter de recruter comme on recrutait il y a quelques années. D'abord, il faut féminiser le secteur, parce qu'il n'y a que 16% de femmes qui travaillent dans notre secteur, sur les métiers techniques. On a un mauvais élève en France. Imaginez qu'on double, on passe de 16 à 32%, on changerait déjà la problématique des talents. Il faut être plus attractif auprès des jeunes. Les jeunes, ils utilisent tous les jours en fait du numérique, mais en fait, ils n'ont pas envie de travailler dans notre secteur. Et puis, il faut développer la reconversion, aller chercher des gens qui sont éloignés de nos métiers. Et puis, la troisième des priorités, c'est le numérique responsable. Plusieurs personnes l'ont dit, c'est hyper important. On ne peut pas se projeter dans un avenir si on ne projette pas un avenir du numérique qui a un impact positif, bien évidemment sur le plan économique, mais également social, sociétal et environnemental. J'ai envie de finir, en fait, pour vous parler d'Europe. Dans quelques jours, le 9 juin, on va voter. L'Europe, c'est important. On a besoin d'une Europe forte. Et on a besoin d'une Europe numérique forte. On a besoin d'une Europe qui va nous permettre de garantir une liberté de choix technologique. Derrière le numérique, il y a des enjeux géopolitiques majeurs. On a besoin d'une Europe qui protège nos données. On l'oublie souvent, mais nos données, c'est notre richesse. On a besoin que l'Europe définisse un cadre qui nous permette de protéger nos données. Protéger nos données, c'est la cybersécurité, mais c'est aussi contre les lois extraterritoriales. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. En tout cas, Numéum est à vos côtés. Il y a un grand nombre de nos entreprises qui sont ici en région PACA et qui sont là pour vous accompagner et vous saisir des belles opportunités offertes par le numérique. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Merci infiniment. On va continuer de parler du numérique parce que c'est un sujet important avec le président d'un groupe international, plus de 21 pays, 6000 salariés qu'il a monté, qu'il a fondé, comme il dit souvent avec 2 amis. Je vous demande d'accueillir Monsieur Mehdi Ouaz, président directeur général du groupe Talent. Alors il y a une spécificité, vous pouvez continuer vos applaudissements parce que Marseille, tu es né à Marseille, c'est ton cœur, c'est ta vie, la transformation des entreprises. Beaucoup d'entre vous, donc vous êtes plus de 350, nous avez posé la question, parlez-nous de blockchain, parlez-nous de supply chain. En fait, l'entrepreneuriat, c'est toi. L'optimisme, c'est toi. L'altruisme, c'est toi. La liberté, c'est toi. Mais surtout, tu as un cœur, un vrai. C'est la générosité. Alors, cette phrase, beaucoup de gens parlent de diversité. Moi, j'ai envie de vous dire, si je reprends ce mot, c'est que la diversité, en fait, quand on le voit à travers tous vos exposés, c'est ça. C'est une richesse. Cette richesse, c'est la richesse du cœur.
c'est la richesse de l'ardeur. C'est la richesse, c'est la liberté. C'est la liberté ne se définit pas, en fait, quand je te vois, quand j'étais à tes côtés, elle se vit. Laurence Bottero. Mais Mehdi, c'est l'internationalisation presque personnifiée. En Oula. tout cas, à la fois Que à de travers le compliments. nombre de salariés et puis par votre parcours aussi, puisque vous avez été ministre du Tourisme en Tunisie, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et quand on parle, Patrice parlait de diversité, mais la diversité, ça mène aussi à l'inclusion. Comment est-ce qu'on travaille dans tous les pays et comment on fait de l'inclusion une autre valeur de l'entreprise? Oui, super. J'étais venu pour essayer de vous parler de blockchain et de supply chain, mais je vais oublier ça. Je vais essayer de vous passer ma passion de l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, je suis un entrepreneur né. Depuis que je suis petit, j'ai envie d'entreprendre. Je suis marseillais de naissance, tunisien d'origine, ingénieur de formation, donc amoureux des technologies. Et ça fait 35 ans aujourd'hui que j'entreprends. Et l'aventure, elle a démarré en fait par la rencontre de deux amis, deux frères d'armes, deux compagnons de toujours. Alors, un juif, un chrétien, et puis moi le musulman. Ça pose le premier pilier, c'est le respect et la diversité. On s'enrichit des différences. Et c'est ce qui a été... Et c'est ce qui a été un élément fondateur de notre entreprise. Le deuxième, c'est cet amour de la technologie en se disant, en fait, on veut que cette technologie, elle soit au service de l'humain, elle soit au service de la transformation des entreprises, et on va surfer sur les différents courants technologiques pour essayer de les utiliser dans l'accélération de la transformation des entreprises. Et c'est ça, aujourd'hui, le rôle et le métier de talent. Quand on démarre à 3, il faut faire suffisamment de place pour 3, et donc il faut rêver grand. Et je vais vous partager 4 convictions qui ont guidé tout mon parcours entrepreneurial. La première, c'est avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit, avoir un point GPS éloigné. Et dès le départ, quand on a commencé notre première entreprise, on était 3 et on visait déjà les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. 12 ans plus tard, on les a atteints. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qu'on avait oublié, c'est que la liberté, elle a un prix. Son prix, c'est la rentabilité. Son prix, c'est l'exigence. Son prix, c'est la performance. Notre première entreprise a collapsé en 2001. Donc, le parcours d'un entrepreneur n'est pas une longue trajectoire tranquille. C'est pas un long fleuve tranquille. On est tombé et on a réussi à se relever. Et ça, c'est important. On est tombé parce qu'on avait oublié que la vocation première d'une entreprise, c'était de créer plus de richesses qu'elle n'en consomme, donc d'avoir cette rentabilité. En 2001, la bulle Internet a explosé, notre entreprise faisait 1200 consultants sur 4 pays, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, malheureusement on ne gagnait pas d'argent, et on a été obligé de la céder à la casse. Virtuellement riche, en 2001, réellement pauvre, en 2002, et on redémarre, une main devant, une main derrière, c'est l'expression fétiche de mon ami juif, taper la caillasse, comme il est à le dire, et là on s'est dit, maître de mon destin, capitaine de mon âme, c'est la deuxième phrase que je vous partage, c'est celle que Mandela s'est répétée pendant 27 ans dans sa prison, on va créer un système qui garantit la rentabilité de l'entreprise. 20 ans plus tard, Talent, c'est plus de 6000 consultants, ça sera 750 millions d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année, ça sera la présence dans plus de 21 pays, et le milliard, parce que les 100 millions étaient trop petits, le milliard, on va l'atteindre dans 2 ans. Troisième chose, on ne peut pas entreprendre si on n'innove pas. On ne peut pas entreprendre si on ne change pas les choses. On trouvera un chemin, on en construira un. C'est une des phrases emblématiques du général Hannibal, dont j'aime à dire que j'en suis le descendant. Le général carthaginois qui disait « il n'y a pas de mur ». Et quand vous êtes face à un mur, vous le cassez et vous passez. Et ça, c'est l'innovation. Vous ne pouvez pas entreprendre durablement si vous n'innovez pas. On trouvera un chemin où on en créera un. Et puis la dernière, qui de mon point de vue est la plus importante, c'est celle qui consiste à dire qu'on ne peut pas avoir une passion durable si on ne prend pas de plaisir. Le plaisir est important et on l'oublie souvent. Il faut avoir envie le matin de se lever pour aller à la rencontre de ses camarades et puis pour réellement déplacer les montagnes. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Je trouve cette phrase extraordinaire, elle est de Voltaire,
et j'en ai fait aussi mienne. Donc voilà un petit peu la passion que j'ai envie de partager avec vous. Et quand on est entrepreneur, on peut tout faire. Effectivement, Laurence, tu l'as souligné, en 2011, j'ai pris une année sabbatique, c'est ce que disaient mes deux amis Eric et Philippe. En 2011, mon pays d'origine, la Tunisie, fait une révolution. Il faut organiser un gouvernement de technocrates, non politiques, prendre des entrepreneurs pour que le pays ne s'écroule pas, pour organiser les premières élections libres et démocratiques, et je me retrouve ministre du Commerce et du Tourisme, deux domaines que je ne connaissais absolument pas, pendant une année extraordinaire, une année fantastique, qui m'a montré que la passerelle de l'entrepreneuriat à l'homme politique est possible. Dans l'autre sens, je n'y crois pas trop. Donc voilà, soyez passionnés, prenez du plaisir en ce que vous faites, patte au plafond, rêvez grand, et puis après, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mehdi. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors on va dire, on n'a pas d'image. Ah ben on va peut-être vous montrer quelques images. Regardez ces images. What's nicely struck. Oh, yes. Goals as good as that don't come along that often. From a wave dream. My days am best when Mesdames et messieurs, est-ce que c'est possible un jour de changer de vie? Monsieur Mathieu Flamini. En fait, c'est un plaisir de t'avoir, Mathieu. Je t'ai connu minot, tu sais, à l'Olympique de Marseille. Et puis il y a des jours, des gens vous disent on croit en vous, on vous croit pas. En tout cas, Arsenal, le Milan AC, on cru en toi. On cru en toi. Quand on discute avec Arsène Wenger pour préparer cette intervention, il dit, lui, il a un point GPS très, 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 très loin. Et en fait, quand je vois GF Biochemical, je me suis posé plusieurs questions d'abord. La première, c'est, est-ce que c'est Granata Flamini? Première question, ou Green Fortune? Deuxième question, et Green Future même. Est-ce que tout ce que tu as pu faire, c'est de l'audace? C'est de la vision, c'est du combat, c'est d'être leader, c'est d'être Marseillais de la région sud, c'est d'être accessible tout simplement, parce que cet homme a un grand cœur, des grandes valeurs. Et en fait, comme on le disait en préparant cette émission, c'est comme sur un terrain, en fait, un leader, tu le reconnais. Un leader inspirant, tu as envie de le suivre. En fait, c'est celui qui connaît le chemin dans lequel il faut qu'on aille. C'est celui qui suit le chemin et c'est celui qui montre le chemin. C'est la définition, en fait, de Mathieu Flamini. C'est surtout la définition du leader. On fait souvent des parallèles entre le monde sportif et le monde de l'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise, comme à l'OM, il va droit au but? Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Patrice, merci beaucoup pour cette introduction. Tout d'abord, j'ai envie de vous dire que tout est possible. Tout est possible et que oui, on a encore le droit de rêver. Donc je me permets de vous dire ça aujourd'hui parce que je l'ai vécu, je le vis encore tous les jours et j'ai envie de vous parler de plusieurs choses. La première, c'est de vous dire que j'ai grandi dans le sud, donc j'ai grandi à Marseille. Quand on grandit à Marseille, on est fan de l'Olympique de Marseille pour commencer et on est également donc passionné, donc j'ai grandi donc passionné de la mer, passionné de la nature. Et donc j'ai signé ma première licence de football pour l'Olympique de Marseille à l'âge de 5 ans. 15 ans plus tard, je me retrouve à jouer une finale de Coupe d'Europe, toujours avec l'Olympique de Marseille. Et un rêve qui devient réalité. Et un an après, à partir rejoindre le club d'Arsenal sous les ordres d'Arsène Wenger. Donc encore une fois, un rêve qui se réalise, une belle aventure et encore une fois une remise en cause parce que donc j'ai grandi à Marseille,
Je parlais un anglais très limité. Et je me retrouve à 19 ans à devoir quitter Marseille, une ville où j'habitais avec mes parents, à me retrouver seul à Londres, à devoir parler une nouvelle langue, devoir intégrer un nouveau collectif. Et après 4 ans, donc, de nouveau une transformation, partir à jouer en Italie pour le Milan AC. Pareil, une nouvelle langue à devoir apprendre, un nouveau collectif à devoir, dans lequel il a fallu m'adapter. Et donc voilà, donc une longue carrière. J'ai joué à peu près 15 ans à l'international, plus ou moins 8 ans pour Arsenal, 5 ans pour le Milan AC. Donc le football, c'est une passion, c'est un échange, c'est un collectif, c'est prendre des risques, c'est savoir se réinventer aussi, parce que bon, de temps en temps, il faut savoir changer d'air. Donc ça, c'est l'aspect football. On sait tous qu'une carrière de footballeur, bon, mais ça dure pas indéfiniment. Donc, à un moment donné, il a fallu comprendre qu'il fallait tourner la page, et puis il fallait encore une fois se réinventer. Donc, c'est une chose dont j'ai pensé il y a quelques temps. Donc, à l'époque, j'avais 26-27 ans, donc je venais à peine de quitter Arsenal et de rejoindre le Milan AC. Donc, cet amour pour la mer m'a poussé à m'investir et à avancer donc dans une industrie qui est la biochimie. Alors, la biochimie, la chimie verte, c'est quoi? Donc aujourd'hui, on parle tous de climate change, de transition énergétique, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la majeure partie des produits que nous utilisons aujourd'hui dans la vie de tous les jours sont faits à base de produits qui viennent de la pétrochimie. La pétrochimie, c'est quoi? Ce sont des ingrédients qui viennent du pétrole. C'est à peu près 1/3 de la demande du pétrole. Eh bien, ce que nous avons fait avec GF Biochemical, donc une compagnie que j'ai créée il y a maintenant plus de 13-14 ans, donc le G c'est Granata, le F c'est Flamini, comme tu disais. Donc nous avons développé des technologies pour convertir des matières, des déchets agricoles en ingrédients biosourcés, qui permettent aujourd'hui de délivrer des produits de la grande consommation beaucoup plus sûrs et beaucoup plus durables, en essayant de sortir donc tous ces ingrédients qui sont aujourd'hui néfastes pour l'environnement et pour les personnes. Et rapidement, donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pas de background de chimie. J'ai fait une fac de droit sur la Canebière. À l'époque, je pensais devenir avocat. Bon, j'ai fini joueur de football et je suis à la tête d'une compagnie de biochimie. Et peut-être finir pour vous parler des parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Avant toute chose, c'est savoir être performant quand vous êtes sous pression. Dans le football, vous jouez devant des centaines de milliers de personnes, mais dans l'entrepreneuriat, vous prenez des risques. Vous investissez du temps, de l'argent, vous prenez beaucoup de risques. Donc, bien évidemment, c'est une chose du quotidien. Deuxième des choses, c'est la résilience, le travail, l'effort. Et être résilient, c'est des années de travail. Par exemple, moi, je suis parti il y a plus de 10 ans, et nous sommes rentrés nous sommes rentrés en commercialisation il y a seulement 1 an et demi. Et puis la dernière chose, 2 autres choses, la première chose, c'est l'esprit d'équipe. Parce qu'avant toute chose, on a des personnes derrière des rôles. Et donc dans le football, vous apprenez très rapidement que c'est important d'être un leader, mais c'est également important d'être à l'écoute des autres. Et quand vous êtes un chef d'entreprise, bien évidemment, il vous faut leader, mais il vous faut également être à l'écoute des autres, partager et comprendre que l'important, c'est de tous aller dans la même direction. Et peut-être finir, parce que je pense que c'est la chose la plus importante, c'est la passion. Si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est faites ce qui vous plaît, croyez dans vos rêves, et surtout, never give up, n'abandonnez jamais. Voilà. Merci beaucoup, Merci Mathieu Flamini. C'est l'homme qu'on a connu au début, c'est l'homme qui est resté. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci à tous. Merci. Je vais demander à Jean-Luc Chauvin de nous rejoindre sur la scène. Viens avec nous, Jean-Luc. Je vais demander à tous les speakers de venir avec nous, les top speakers. Viens, Jean-Luc, avec nous. Un petit mot, parce que tu es un peu le patron de cette famille des chefs d'entreprise de la région. Bonjour, Jean-Luc. Et un petit mot, justement. T'as plus de voix? C'est pas vrai. Alors, un mot. Rapprochez-vous tous. Écoutez, bonsoir à tous, très heureux d'être là. Belle leçon d'entrepreneuriat, belle leçon d'énergie. Et puis, que ça nous inspire beaucoup pour poursuivre, pour développer, pour créer et pour réussir. Voilà.
Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Jean-Luc, qui fait beaucoup pour les entreprises de la région. Merci beaucoup à Laurence Bottero, vous pouvez applaudir. On vous avait dit 60 minutes chrono, on a tenu. Hein.